Bonjour, nouveau débat dans cette élection départementale. Aujourd'hui, nous allons partir dans le canton de Saint-Étienne du Val-d'Aunès. Pour animer cette rencontre, Jean-Claude Astruc interviendra. Donc, il est journaliste à Radio Vive Lozère. Jean-Marc Gilly, journaliste à la Lozère Nouvelle, lui aussi, bien sûr, interviendra. La réalisation technique est signée Jean-François Clavel. Ce débat est mis en image sur le site numérique de la Lozère Nouvelle, à savoir l'adresse suivante 48 Info, et c'est Patrick Biancone donc qui filme cette rencontre. Patrick Biancone qui est journaliste à la Lozère Nouvelle. Jean-Claude, nous partons dans le canton de Saint-Étienne du Val-d'Aunès, un vaste canton. Un très grand canton, puisque le nouveau découpage englobe 25 communes. Alors je vais les citer, puisque nous l'avons fait pour tous les autres cantons. Il y a Altier, Bagnoles-les-Bains, Labastide, Puylaurens, Bédouès, Le Blémard, Les Bondons, Brenoux, Chasseradès, Caucurès, Cubières, Cubierette, Fraissinet de Lozère, Lanuéjol, Mars d'Orsières, Pied-de-Borne, Le Pont de Montvert, Fourcharès, Prévenchères, Saint-André-Capcèze, Saint-Beauzile, Saint-Étienne du Val-d'Aunès, Saint-Julien du Tournel et enfin, Saint-Maurice de Ventalon, Vialas et enfin Villefort. Tous les candidats ou presque sont autour de cette table. Il faut savoir qu'il y a 4 listes qui sollicitent les suffrages des électeurs. Alors autour de cette table pour débattre, tout d'abord Sophie Pantel. Bonjour Sophie Pantel. Bonjour. Alors votre binôme, il s'agit de Francis Courtès et vos remplaçants Ranck Christophe et Zalakas Christine. Oui. Et vous êtes d'hiver gauche. Oui. À vos côtés, Jean Delescure. Bonjour Monsieur Delescure. Bonjour. Votre binôme, il s'agit de Massador Marjorie. Vos remplaçants Emmanuel Durand et Vincent Chantal. Et vous êtes UMP. Non. On y reviendra tout à l'heure. C'est la classification du gouvernement. On y reviendra, c'est promis. Absent de ce débat, le Front National, donc Pardigon, Marie-Jeanne et Clario Jean-Luc, qui sont un binôme, avec leurs remplaçants Roger Anthony et Dulou Annie, absent du débat malgré nos sollicitations. Présent par contre Jean-Marie Toyer. Monsieur Toyer, bonjour. Bonjour. Votre binôme, il s'agit de Buisson Michel et vos remplaçants Jean Odile et Manjard Philippa. Tout à fait. Et vous êtes Front de gauche. Exact. Nous allons entrer dans le vif du débat. Petit conseil, parlez près des micros. Merci. Alors Sophie Pantel, donc vous êtes conseillère générale sortante du canton du Pont de Montvert. Et là vous êtes candidate dans un canton immense qui va du Val-d'Aunès à Villefort. Beaucoup de gens sont désorientés. Alors ce redécoupage cantonal, il s'est fait contre votre avis, quoi. Tel qu'il est actuellement. Vous n'étiez pas d'accord avec ce redécoupage cantonal? Non, alors, rappelez donc qu'au niveau de l'Assemblée départementale, nous avons voté à l'unanimité donc une motion contre ce découpage. Nous avons nous-mêmes, à titre personnel, ou les communes qui étaient sur nos anciens cantons, ou notre groupe Lozère Gauche Unie, donc au département, déposé des recours qui sont restés, comme tous les autres au niveau national, sans résultat. Vous les avez effectivement déposés, parce qu'il y a un débat, ces recours ont été déposés. Je vous ai même amené les retours là, du Conseil d'État quand même, voilà, qui sont là. Vous êtes allé à Paris, vous avez fait des démarches, vous n'avez pas été retenu. On a été reçu comme président du Conseil général et qui était accompagné donc par ses collègues, mais on n'a pas été plus entendu. Alors nous, on aurait souhaité qu'un découpage se fasse sur la base des bassins de vie, ça n'a pas été possible. Pour autant, aujourd'hui, rappelez quand même que ce découpage, il avait été fait pour instaurer la parité au sein des assemblées départementales et pour rééquilibrer aussi le nombre de populations par rapport aux élus. Il faut que, je prends qu'un exemple, je vais prendre celui de Francis Courtès, qui était élu auparavant sur Mende-Sud avec 8500 habitants, et par exemple Jean-Paul Courtier, qui était élu avec un peu plus de 800 habitants sur le canton du Massereau. Donc voilà, je crois que de toute manière, alors c'est vrai que pour nous, on aurait aimé que ça colle plus au bassin de vie, mais de toute manière, un découpage parfait, c'était mission impossible. Par contre, il faut bien dire aux électeurs que ce n'est pas un territoire sur lequel il va y avoir des fusions de communautés de communes, on ne va pas déménager les services, chacun continuera à vivre dans son bassin de vie, et ça change rien du tout sur ces aspects-là, contrairement à ce qui est véhiculé, où certains essayent de jouer sur la peur pour faire réagir les conservateurs.
Monsieur Lescure, simplement, il y a eu une petite confusion apparemment sur votre appartenance politique, votre étiquette, vous souhaitez, avant d'entrer dans le débat, peut-être vous préciser Oui, tout je ça. vais vous dire que nous sommes candidats pour la majorité départementale, mais je ne suis pas membre de l'UMP, je suis catalogué divers droite et je ne milite dans aucun parti politique. Je veux que ça soit clair parce que ça revient sans cesse dans la presse, cette appartenance à l'UMP que je dénonce chaque fois qu'il revient. Voilà, donc je voulais préciser d'abord... Ce redécoupage cantonal, alors qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben moi je le dénonce d'abord le fait que ça se soit passé sans aucune concertation, mais vraiment aucune concertation, ni la population, ni les élus. Je dénonce un découpage scandaleux parce que ce découpage il est arbitraire, il est politique, il ne faut pas avoir peur de le dire. Quand j'ai rencontré par exemple les gens des communes de Bédouès et de Caucurès, comment voulez-vous faire comprendre aux gens de Bédouès et de Caucurès que ce serait normal de se retrouver dans le canton de Saint-Étienne-du-Val-d'Aunès alors que le canton de Forac est plutôt dans la moyenne basse de la population sur les cantons lozériens, aux alentours de 5000 habitants. Le nôtre est presque à 7000. Alors, quelle est la raison, si ce n'est pas une raison politique, d'avoir rapproché Bédouès et Caucurès du canton de Saint-Étienne-du-Val-d'Aunès? Moi, c'est une question que je pose. Voilà. Alors, opération politique, vous voulez Oui. dire que ça a été fait pour permettre à la gauche de l'emporter? Ben oui, évidemment. Alors bon, moi j'entends ce que vient de dire Mme Pantel sur le redécoupage. Nous aussi, on a fait des recours. Comment voulez-vous que les recours aboutissent quand on sait que c'est le Conseil d'État qui prend l'arrêté pour délimiter les cantons et c'est le même Conseil d'État qui est chargé de juger si ce découpage a été fait honnêtement ou pas? On connaissait le résultat. Là où je ne suis pas d'accord avec Mme Pantel, c'est que je suis sûr, et j'en ai la preuve parce qu'elle me l'a écrit, que la gauche lozérienne a pesé sur ce redécoupage et a participé à ce redécoupage. Voilà. Alors donc, c'est vrai, tu me l'as écrit. Non. Ah ben alors je vais dire ce que tu Ah, m'as moi, écrit. c'est facile de manipuler. Non, je ne manipule rien. Non. Facile de transformer. Non. Tu m'écris un mail au 30 décembre où tu me dis 30 décembre. Oui, parce que c'était le moment où le découpage, ça battait sans plein. De tous les temps, ce sont les parlementaires de la majorité qui sont consultés en Lozère. Ah ben ça c'est sûr. C'est donc Bertrand qui a été à la manœuvre. Après la consultation de Morel à chaque étape, ça je laisserai M. Morel dire si c'est exact ou pas. Le groupe de gauche a de sa propre initiative fait une proposition que nous avons présentée en vain, sauf pour la partie respect des membres de la margeride. Je suis d'accord avec toi et vous avez eu raison de le faire. Et un rééquilibrage politique sur le canton de Saint-Étienne-du-Val-d'Aunès. Je ne l'invente pas, je l'ai écrit là sous les yeux. Donc, Trop facile. Non, c'est pas facile. Donne-moi une copie. C'est toi qui l'as écrit. Non, donne-moi une copie, c'est trop facile. On Mais fait non, transfert, mais attends. et on rajoute tout. Non, j'ai rien rajouté du tout. J'ai rien rajouté du tout. Ce mail, il est là sous mes yeux, je l'ai. Non, c'est pas facile. Moi, ce que je veux D'ailleurs, dire ce mail, tu l'as pas adressé qu'à moi, tu l'as adressé à un maire de mon canton également. Ce que je veux dire sur le redécoupage, moi je voudrais juste que les électeurs, je pense qu'ils sont assez grands et intelligents. Dans tout le pays, la gauche va perdre les départements. Il va en rester très peu. Alors moi j'aimerais qu'on m'explique en quoi ce découpage est politique. Alors soit on est vraiment dirigé par des gens qui ne savent pas faire les calculs, qui ont des machines qui ne fonctionnent pas. Ces découpages ne sont pas politiques. Raffarin, quand il a fait la réforme sur les régions, je veux dire, j'ai jamais entendu personne dans cette majorité sur ce département dire que c'était une catastrophe pour la ruralité, pourtant c'en était une. On avait 3 conseillers régionaux sur ce département, je suis la dernière, et si on n'avait pas modifié le mode de scrutin, il n'y avait plus de représentants au niveau de la région. Donc il faut arrêter de dire que tout découpage est toujours politicien, est toujours catastrophique suivant où on se place. Il faut quand même reconnaître qu'il y avait besoin de rééquilibrer en termes de population. On aurait pu le faire beaucoup mieux sur les bassins de vie. Alors, si je peux me permettre de continuer, effectivement, déplorer également le fait que les bassins de vie n'aient pas été un critère pour ce redécoupage. Sur notre territoire, on a quand même 6 morceaux de communauté de communes aujourd'hui. Alors moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que demain, ça ne va rien changer aux services publics. Moi, je suis très inquiet pour les services publics sur ce territoire demain. Je prends par exemple l'exemple des gendarmeries, 3 gendarmeries sur le territoire. Je serais très surpris que demain, nous conservions 3 gendarmeries sur ce territoire. Moi, je donne rendez-vous aux Lozériens dans quelques années. Vous pensez que l'État va calquer sa propre Oh, peut-être pas calquer, mais forcément, comme on est quand même... Ben oui, évidemment. Monsieur Toyer, alors sur ce découpage et sur peut-être le risque de voir des services publics partir dans ce nouveau découpage. Je ne sais pas, enfin
serait peut-être aller vite en besogne que de passer directement du découpage au service public, mais on pourra y revenir. Simplement, on peut dire que, pour réagir aussi par rapport à ce découpage, qu'il y avait ce critère de population, et finalement, qui avait des conséquences dans la géographie locale, c'est sûr, et c'est assez étonnant de voir qu'il y a sur les 6 communautés de communes, c'est vrai, toutes sauf la vôtre d'ailleurs, qui est intégralement dans le canton. Il y a un rééquilibrage par la population, ça paraît assez juste. Bon, on peut dire effectivement tous les problèmes que ça pose en termes de bassin de vie, etc. Mais on peut peut-être dire au moins une chose peut-être positive, c'est sur cette nouvelle élection, c'est que ce sont les binômes hommes-femmes qui vont apporter de la parité. C'est une bonne chose, ce binôme homme-femme? Ah bah, je ne sais pas, mais vous avez certainement remarqué aussi bien que moi, puisque vous êtes des observateurs de la vie sociale et politique, que ce soit dans le monde de la politique, que ce soit dans le monde de l'économie, que ce soit dans la vie, il y a quand même un très gros déséquilibre en matière de parité. Donc voilà. Alors, je peux vous parler des services publics. On parle là d'une élection, d'une assemblée départementale. Moi, quand je me suis posé le problème d'une candidature et de siéger éventuellement dans une assemblée départementale, la première chose, il me semble, quand on a cette perspective, et qu'on en parle à des tiers, c'est plus un peu de dire où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire au niveau de cette assemblée, en vertu de quelles valeurs, c'est-à-dire se donner un petit peu quand même des balises pour dire ça. Et donc ça a été un peu l'objet du débat qu'on a pu avoir au sein du Front de gauche et des candidats ou des sympathisants Europe Écologie Les Verts, puisqu'il faut savoir que la liste de la Lozère-Occitane, c'est à la fois, elle est soutenue par le Front de gauche et Europe Écologie Les Verts, et puis il y a un certain nombre de gens qui sont issus tout simplement de la société civile, des gens qui sont issus des associations, en fait des gens qui sont engagés dans la vie associative, syndicale, etc. Et en fait, un petit peu, peut-être le dénominateur commun, l'objectif, notre objectif, la valeur qui porte tout ça, c'est des valeurs un petit peu d'égalité. C'est-à-dire que c'est des valeurs d'égalité parce que quand on regarde la situation, on est quand même un peu effrayé par toutes ces inégalités, que ce soit à n'importe quelle échelle, y compris au niveau de la Lozère, quand on voit ce qui se passe au niveau des gens qui sont mal logés, des gens qui mangent mal, etc. Donc, alors ça paraît peut-être tout bête de rappeler ça, mais il me semble quand même que si on ne donne pas un peu, si on ne dit pas la valeur essentielle qui guideront nos choix, je pense qu'on met un peu la charrue devant les bœufs. Alors en matière d'égalité des personnes et d'égalité des territoires, il est bien évident que les services publics sont des éléments fondamentaux. Le maintien et le développement, je dirais, il faut essayer aussi qu'il y ait un développement des services publics, puisque on a coutume de dire que les services publics, justement, c'est la richesse de ceux qui n'ont rien. Alors, dans ce département, il y a un sujet récurrent, c'est les routes. Les routes, alors certains cantons s'estiment plus ou moins bien traités. Enfin. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Sophie Plantel? Est-ce que je peux réagir juste 2 minutes? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Je voulais quand même revenir sur ce qu'a dit Jean Lescure par rapport au Conseil d'État. Je trouve que c'est très grave quand on remet en cause les institutions de la République. Le Conseil d'État, il a plusieurs sections. Donc il y en a une qui a validé le découpage, et il y en a une autre qui s'appelle la section contentieux, qui gère les appels, et ce ne sont pas les mêmes magistrats qui sont derrière. Voilà. Je voulais quand même le repréciser parce que moi ça me choque qu'on puisse dire ça. Si aujourd'hui ça a été validé, c'est parce que la loi était basée uniquement sur le critère population. Sur les services publics, on agite toujours le chiffon rouge avec ce découpage. Rappelez quand même la RGPP, on fait comme s'il n'y avait pas de passé et que rien ne... On a perdu 500 postes sur ce département, et je n'ai jamais entendu la majorité dire que ça posait un problème pour le département. Quand on intervenait au département sur ce sujet, on s'entendait dire que c'était notre fonds de commerce, que de toute manière ce qui comptait c'était d'avoir le service. Donc par exemple, nous quand on a perdu la trésorerie, on nous a dit
Jean-Paul Fourquier lui-même, avec toute sa majorité, hein, le premier vice-président, il est là à côté, à ma gauche, M. de Lescure, en nous disant que de toute manière, il y avait une réponse informatique et que donc ça n'avait pas d'intérêt, c'était pas bien grave. Voilà, donc je voudrais quand même rappeler ça. Je veux préciser quelque chose sur notre appartenance politique, parce que Jean Lescure a été interrogé. Et c'est vrai que les classements sont faits par la préfecture. Nous, ça a été compliqué. Vous savez que je suis présidente du groupe sortant, hein, Lozère Gauche Unie. Dans notre groupe, il y a des sensibilités de gauche qui sont totalement différentes. Donc, on a eu du mal, en ayant des binômes sur des sensibilités différentes. Ça a été compliqué, en fait, de pouvoir afficher toutes les sensibilités. Ça, il y avait en plus un manque beaucoup de visibilité pour les uns et les autres. Et donc on est parti sous notre bannière Lozère Avenir, qui est Lozère Avenir en fait. Ça fait des années qu'on a créé un site et sur lequel on communique derrière cette bannière. Et dans nos documents, on a bien dit qu'on était des élus progressistes. Enfin, je veux dire, personne n'a renié ce qu'on était. Ça, je veux quand même le rappeler. Et après, c'est vrai que moi, j'ai souri quand j'ai vu l'UMP ou nos candidats, nos concurrents sur le canton écrire qu'un tel avait une carte ou un tel avait une carte. Donc, je ne savais pas qu'ils étaient devenus trésoriers au Parti socialiste. Et c'est vrai que les sigles des partis ont quasiment disparu à cause de cette élection. Et oui, mais pourquoi? On n'ose plus se revendiquer d'un parti politique? Non, pas du tout. Enfin, de toute manière, aux dernières cantonales, l'UMP, on avait un gouvernement de droite, aucun candidat de l'UMP a mis son étiquette. Aujourd'hui, ils se présentent tous sous majorité sortante. Je pense que personne n'a vu non plus UMP. Après, M. de Lescure dit « je ne suis pas UMP », mais enfin, il est quand même premier vice-président d'une majorité UMP et il défend une politique qui est sur ces valeurs-là au niveau du département. J'ai posé une question sur les routes. On a le sentiment, oui, ça revient, c'est un débat récurrent. Certains cantons seraient plus ou moins bien traités. Alors, nous, sur les routes, ce qu'on souhaite, c'est qu'enfin, dans ce département, il y ait un schéma départemental d'investissement sur les routes. Et on ne peut plus traiter les routes en se disant je donne 100 000 euros au nord et je donne 100 000 euros au sud. Parce que derrière, on ne fait pas le même linéaire. Quand on a des routes en Cévennes avec des ouvrages d'art, un sol qui est plus friable, on n'a pas le même linéaire. Donc ça, c'est pas l'équité. Parce qu'on ne rend pas le même service à la population. Donc déjà, il faut avoir de la visibilité. Il faut qu'on arrête de faire les routes là où il y a des vice-présidents, là où il y a ceux qui écrivent le plus. Il faut qu'on ait une politique d'aménagement du territoire. Monsieur de Lescure, comment réagissez-vous? Parce que vous occupez des routes. Oui, je m'occupe des routes, mais d'abord, avant les routes. Voilà, sur la majorité départementale, rappelez que je me présente pour la 5e fois au cantonal, départemental cette fois-ci. Je me suis toujours présenté majorité départementale. J'ai même créé un groupe des élus divers droite au département il y a bien des années, et ce groupe fait partie de la majorité départementale. Voilà, donc mon positionnement, il est très clair. Après, le critère de la population, qui a été le seul critère qui a été retenu pour faire le découpage, il a été utilisé à des fins politiques en Lozère. Je m'explique, parce qu'on aurait pu l'utiliser autrement. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec les cantons urbains qui ont moins de population et les cantons ruraux qui en ont plus, alors qu'on aurait très bien pu utiliser ce critère autrement pour éviter d'avoir des territoires trop grands. Donc ça a été une volonté de ne pas le faire, mais voilà, c'est comme ça. Et puis dire quand même, rappeler qu'on est à 20 jours des élections et qu'on ne connaît pas les compétences de l'Assemblée départementale. C'est indigne pour les électeurs, qui vont quand même être appelés dans quelques jours à désigner des gens sans connaître leurs compétences demain, et c'est indigne pour les gens qui travaillent dans les conseils généraux. Moi je pense aux gens que nous avons ici au conseil général et qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés demain. On ne sait pas, on ne peut pas leur dire, on n'est pas au courant. Et donc, et un dernier mot pour revenir sur les services publics, pour dire que derrière le transfert des compétences qui est annoncé entre les départements et les régions, on nous dit les routes, on ne sait pas trop, un jour c'est oui, un jour c'est non, on ne sait pas. Imaginons que les routes passent à la région. D'abord, c'est une réforme qui a été faite pour faire des économies. Moi, j'attends comme des grands où seront faites ces économies. Et ensuite, si les routes sont transférées à la région, est-ce que vous êtes sûr, en tout cas moi je ne suis pas sûr, que demain une grande région depuis Toulouse va conserver le dispositif qu'on a souhaité conserver sur le territoire en maintenant tous nos centres d'exploitation qui existaient à l'État avant? Ça a été une décision politique qui était difficile à prendre, c'était sûrement pas l'organisation la moins coûteuse, mais c'est celle que nous avons retenue. Donc c'est sur des organisations comme celle-là que j'ai une certaine crainte pour demain. Voilà, concernant les routes, notre politique, on l'articule autour d'un réseau structurant. On a un réseau structurant en Lozère, on intervient en priorité sur ce réseau structurant. Il y a quelques années, on avait également pris une décision de prioriser une voie sur chaque canton de façon
à ce que le lien entre le chef-lieu de canton et le chef-lieu du département soit traité en priorité. C'est ce qui nous guide. Alors maintenant, moi j'aimerais qu'on fasse plus de travaux sur les routes, mais bon, que les aides de la région sur les routes ont baissé. Lorsque M. Fraîche était président de la région, on avait à peu près 1,5 million d'euros par an de la région pour nous aider sur le réseau structurant. Ces baisses ont largement diminué. Pendant ce temps-là, d'ailleurs, j'ai noté que les aides pour les départements des Pyrénées-Orientales et de l'autre doublaient, triplaient. Là, j'ai pas entendu de réaction. Donc. Allez, fois 10, fois 20. Non, des Pyrénées-Orientales, je peux te le démontrer. Oui, bien sûr. Monsieur Toyer, les routes, la circulation, le canton. Alors, vous avez dit un certain nombre de choses, on a pointé les petits déséquilibres sur les routes entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest, etc. Bon, ça c'est effectivement, ce sont des observations qu'on peut faire, des choses qui ont été dites. Moi je pense que si on parle des routes, je dirais qu'il faut mettre dans ce même grand registre, par exemple, Internet, la téléphonie, le téléphone fixe, mobile, etc. C'est-à-dire, en fait, toutes les conditions qui font qu'on peut constituer des conditions de vie convenables pour le reste des activités. Donc, par rapport à tout ça, je crois que on est tous d'accord sur le fait qu'il faut améliorer les routes quand elles sont modernes. On est tous d'accord pour dire qu'il faut très vite que le réseau Internet soit opérationnel pour avoir du haut débit, etc. Et puis, on a vu cet hiver, cet automne, que suite à tous les problèmes qu'il y a eu dans le sud du département par rapport au téléphone, à la téléphonie, malgré les interventions des maires, parce qu'il y a eu de nombreuses interventions auprès des responsables d'Orange, ça n'a pas fait grand-chose. Or, il se trouve que cette grosse manifestation qui a eu lieu à Florac, en fait, ça a quand même déclenché un certain nombre de choses, des réactions. Alors, ça veut dire en fait que finalement, il y a une inertie énorme de tous les opérateurs pour qui faire des investissements dans des endroits où c'est pas rentable. Il faut vraiment que ce soit des manifestations comme ça nombreuses de toute la population pour qu'il y ait une réaction. Là, ça a donné ses fruits. On pourrait dire la même chose parce que dans ces conditions de transport, de déplacement, etc., il faudra ajouter le chemin de fer. Avec tout ce qui se passe actuellement dans la réalité entre le fameux H de la Lozère et les manifestations qui ont eu lieu récemment et des manifestations qui vont certainement avoir lieu bientôt. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun entre tout ça et toutes ces difficultés? Parce que la menace, malgré la mobilisation des gens sur les transports et sur le téléphone ou bien sur la SNCF, le point commun, apparemment, c'est que ça coince partout où des services publics ne sont pas rentables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en matière d'aménagement, en matière d'économie, le critère, c'est la rentabilité des choses. Ça rejoint un peu le premier point sur les services publics. Et donc, alors ce qu'on déplore, nous, c'est justement c'est que le seul critère dans l'organisation de l'économie mondiale, et du coup avec toutes les répercussions comme celle-là que ça a localement, c'est que c'est l'argent, le profit qui est le critère. Et donc, pour nous, c'est contradictoire avec l'objectif que j'ai énoncé tout à l'heure. Et on pense que... Et le paradoxe là-dedans, dans cette forme d'organisation, c'est que ça semble complètement admis aujourd'hui. Ça semble une évidence que l'économie libérale, la concurrence libre et non faussée, faire en sorte que tout devienne marchandise, l'école, la santé, etc., ça semble admis presque par tout le monde, je dirais. Et ça, c'est pas admis par nous. C'est justement contre quoi on se dresse. On pense qu'il y a certainement une autre alternative, une autre façon de s'organiser socialement, et on veut, nous, essayer de dire on peut faire autrement, et on pourrait justement fonctionner autrement au niveau du Conseil général, si on prenait en compte, enfin disons que si on contestait un peu plus cette idée reçue et admise par presque tout le monde.
Alors dans ce canton, on parle beaucoup du parc national Cévennes, de la charte. Alors qu'est-ce que ça vous inspire là, comme réflexion, Sophie? Parce que moi, je souhaite revenir 2 minutes sur les compétences, là, puisque je n'avais pas pu m'exprimer dessus. Sur les compétences, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Parce que certes, la loi n'est pas votée, mais la loi pour les régions a été votée. Il y a eu quand même des discussions entre l'Association des régions de France, l'Association des départements de France. Il y a les débats en cours. Il y a 2 grands blocs. On sait que les solidarités vont rester au département. On sait que toute l'économie va partir aux régions. Ce qui a été acté aussi en compétences partagées, c'est le sport et la culture. Et le 20 janvier, donc l'amendement pour les routes et les collèges a été rejeté au Sénat. Et c'est le gouvernement lui-même qui a après retiré l'amendement. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de transfert. Aujourd'hui, il y a discussion sur le transport scolaire. Voilà. J'ai encore regardé ce matin. Ouais, tout ça aurait pu être fait quand même avant l'élection. D'ailleurs, problème de calendrier. On aurait pu accélérer, sauf que après, je vous rappelle quand même qu'au niveau du département, nous sommes déjà prolongés. Nous ne sommes pas dans le cycle normal. Qu'après, ça voulait dire obtenir une deuxième prolongation. Bon, voilà, non, mais ces débats auraient pu avoir lieu bien avant l'élection. Bon. Alors, le problème du parc, la sur charte, les routes, etc. donc les niveaux de service aussi. Hein, nous, on souhaite remettre à plat tous les niveaux de service parce qu'aujourd'hui, les déplacements et la population a changé sur nos territoires. Et rappeler que les routes au conseil régional, ce n'est pas une compétence obligatoire. Et encore heureux qu'on vienne aider l'ensemble des départements et sûrement pas dans les chiffres tels qu'ils ont été donnés. Je partage ce qu'a dit Jean-Marie sur le désenclavement. Il n'y a pas que des enclavements routiers, il y a évidemment tout ce qui est téléphonie. Et sur ce département, c'est une catastrophe. Moi-même, j'ai 2 portables pour arriver à peu près à passer partout. Je pense qu'il y a un effort à faire. Et je ne jette pas la pierre au département parce que c'est compliqué, il faut avoir l'autorisation de l'ARCEP, etc. sur la téléphonie, mais il faut arriver à se battre pour obtenir de l'itinérance sur tous nos pylônes. Et déjà, je pense qu'on améliorerait beaucoup les choses. Sur le haut débit, vous savez que le gouvernement a retenu le dossier de la Lozère et qu'on avait des critères qui nous étaient favorables, notamment l'habitat éclaté, etc. Et par rapport au taux de couverture actuel, moi ce que je dis, c'est qu'une fois qu'on aura l'infrastructure construite, il faut quand même, sur le fonctionnement, si on veut avoir une offre qui soit intéressante financièrement et surtout avec plus de services type découpage, il faut qu'on puisse faire une DSP avec les autres départements de la grande région qui ont été aussi retenus dans l'appel à projet. Voilà. Sur alors le parc, vous voulez qu'on aborde? Le parc, la charte, oui. Le chamois aussi. Le chamois. Nous, on n'est pas concernés sur notre territoire, le chamois, c'est très rare. Mais ça fait partie du parc national des Cévennes aussi. L'introduction des gorges. Alors, sur le parc, moi, ce que je voulais rappeler, c'est que ce soit moi ou mes collègues, on s'est investi dans la préparation de la charte. Bon, il y avait eu le premier décret sur lequel que nous avions combattu. Ensuite, on s'est vraiment investi dans la préparation de la charte. Mais on a été obligé de constater qu'on avait un président et un directeur qui ne travaillaient pas avec l'ensemble des élus du territoire. Aujourd'hui, qui avaient pris des décisions arbitraires pour pouvoir mettre en place la réforme des métiers et surtout de positionner les différentes antennes. Nous avons à Saint-Étienne-du-Val-d'Aunès et au Pont-de-Montvert perdu 2 antennes qui ont été positionnées à Génolac devant Saint-André-Cap-16. Ben oui, mais c'est la vérité, ça, même si c'est... voilà. Aujourd'hui, on a un parc national qui est en rupture totale avec le territoire. Il y a d'énormes problèmes. Et puis, on a cette politique de répression qui est mise en place. Je vais vous prendre juste des exemples parce que M. Delescure va vous dire qu'il ne peut pas financer à cause de la loi. Nous avons par exemple l'association L'Arbre aux Abeilles qui restaure des ruches et troncs sur l'ensemble des Cévennes, mais parce qu'ils ont leur siège au Pont-de-Montvert, ils ont droit à 0. L'association des métiers d'art qui, pareil, a un programme d'action et des adhérents sur l'ensemble des Cévennes, ils ont droit à 0. Notre office de tourisme, je vous prends que les exemples que je connais bien sur mon territoire, qui a une majorité de communes adhérentes, membres de l'OT, se voit retirer son petit panneau relais du parc. Enfin, voilà, il y a vraiment, et ça, contrairement à ce qui avait pu être dit en conseil d'administration. Voilà. Alors moi, je dis que cet outil devrait être un véritable outil de développement pour le territoire, et aujourd'hui, c'est absolument pas ça. Alors, Jean Delescure, vous êtes le président du parc, alors là, vous êtes directement mis en cause. Oui, j'entends bien. C'est un combat qui a 5 ans maintenant. Hein. Je rappelle, ça fait 5 ans donc je préside le conseil d'administration du parc. Pourquoi je me suis investi au parc? Eh bien, parce qu'il y avait cette loi de 2006 qui a commencé à s'appliquer en 2010 et qui changeait la donne et qui a instauré une gouvernance locale. Ce n'était pas le cas, enfin une gouvernance à majorité locale.
et qui a permis également de donner un vrai pouvoir au conseil d'administration, ce qui n'était non plus pas le cas auparavant, le directeur étant chargé aujourd'hui d'appliquer les décisions du conseil d'administration. Et donc à ce moment-là, il m'a semblé important de m'investir dans les instances du parc pour faire en sorte justement que le parc puisse évoluer et puisse devenir un vrai outil d'aménagement du territoire dont le territoire a besoin. Alors donc on a eu deux grands chantiers. On a eu le chantier de la réforme des métiers. Il nous a semblé qu'il était quand même judicieux de lancer cette réforme de façon à ce que quand les communes se seraient vraiment situées au niveau de la charte, on puisse être en capacité d'accompagner les communes dans l'application de la charte. Et donc le souhait de cette réforme des métiers, ça a été, pour dire en quelques mots quand même, moins de police et plus d'aménagement. Donc nous avons souhaité recruter de nouveaux métiers au parc, et des métiers qui sont recrutés sur des profils plutôt d'aménageurs, de conseillers, tout en gardant un certain volume de garde-moniteurs sur le territoire, mais moins conséquent. Nous avions un petit peu plus du tiers des agents sur le territoire auparavant, nous en avons presque la moitié aujourd'hui, parce que j'entends souvent dire qu'on a retiré des gens du terrain, c'est faux, on n'a pas retiré des gens du terrain. Voilà. Alors après la réforme des métiers, il y a eu la négociation de la charte. Donc ça a été un projet partagé. On a fait un nombre incalculable de réunions publiques sur le territoire, on a rencontré les élus, la population, et je pense quand même que la meilleure des réponses, c'est le territoire qui l'a apporté. Il y a quand même 75% des communes qui ont adhéré à la charte. Alors j'entends les esprits de chagrin qui vont dire mais il y a plus de communes du Gard que de la Lozère. C'est vrai. Il y a des communes cœur du parc qui n'ont pas adhéré, c'est vrai. Mais c'était la règle du jeu. Justement, cette loi de 2006, elle a instauré vraiment la liberté pour les communes d'adhérer à la zone d'adhésion. On parle bien de la zone d'adhésion. Elles étaient libres d'adhérer ou de ne pas adhérer. Et moi, c'est une règle qui me convient parfaitement. Voilà. Alors, maintenant aussi, aujourd'hui, on a un projet de territoire à 110 communes. C'est quand même, je pense, assez exemplaire, parce que c'est quand même ce qui va nous permettre aussi d'assurer une confluence des crédits publics autour de ce projet de territoire. Et donc, même si ça fait hurler, l'État est venu sur le territoire dire qu'il accompagnerait la charte, il n'est pas venu dire qu'il n'aiderait pas les communes qui n'avaient pas adhéré à la charte, mais il est venu dire qu'il accompagnerait les communes qui avaient adhéré à la charte. Je pense qu'on obtiendra aussi des crédits européens, et je pense que c'est cette confluence qui fera que les objectifs de la charte pourront être atteints. Ce que je peux vous dire, c'est que les communes qui ont adhéré, et nous sommes en train de passer des conventions avec elles pour l'application de la charte, eh bien, elles sont très volontaires, elles sont ambitieuses, elles dépassent déjà, des fois, elles souhaitent déjà dépasser les engagements qu'elles ont pris dans le cadre de la charte. Et un mot sur ce qu'évoquait Mme Pantel sur le fait que certaines associations ne seraient pas aidées. C'est pas tout à fait ça. Alors, c'est vrai que le parc, légalement, a le droit d'intervenir sur le territoire du parc. Ça paraît assez logique. Maintenant, quand il y a des associations qui mènent des activités à cheval sur le territoire du parc et en dehors, nous n'avons jamais dit qu'on ne les aiderait pas. On a dit qu'on les aiderait au prorata dans la mesure où ces projets se développeraient sur le territoire du parc. Je ne vois pas comment on peut faire autrement, ça. On n'a pas caché ça. Sauf qu'elles ont reçu des lettres négatives. Mais non, mais quand elles nous présenteront des activités qui ont lieu sur le parc, eh ben moi je peux te dire qu'on les accompagnera. Eh ben on les mettra. Alors moi j'invite les auditeurs à aller consulter notre site. On mettra toutes les lettres signées par le président ou directeur qui refuse. Voilà. Monsieur Toyer, vous êtes le seul à qui il reste une minute avant la conclusion. Sur le parc, la charte. Le parc, la charte. Sur le parc, la charte. Alors, la charte, le parc, vous avez dit un certain nombre de choses. Le problème par rapport à la politique du parc, je dirais que c'est une question de curseur entre ceux qui trouvent la protection et puis l'aménagement-développement. On est là-dessus et tout se situe selon la position où on met le curseur. Il y a des mécontents, il y a des accès pour qui c'est pas assez, c'est trop, etc. Le problème d'un parc national, ici, ça pose le problème, un peu des problèmes de protection en général des territoires et le problème en amont de tout ça, de la conscience de la situation de la planète. S'il y a des choses à faire, c'est bien parce que
la planète est menacée par le réchauffement climatique, que les ressources sont rares et le deviendront davantage. Donc il faut s'acheminer vers une transition énergétique et il faut que localement on prenne en compte cette donnée générale pour la traduire dans des pratiques au niveau du conseil départemental. Donc par rapport à ça, si vous voulez, presque il y a une mesure particulière de protection des territoires à travers le parc national et je pense que cette question-là de protection et des questions environnementales doit être à considérer indépendamment d'institutions dont c'est un peu le cœur de métier, mais la question, il faudrait l'étendre. C'est un peu d'ailleurs la contestation d'un certain nombre de gens par rapport à des parcs nationaux, c'est-à-dire qu'on fait des sanctuaires à des endroits et en vertu de ça, on délaisse beaucoup d'endroits et par conséquent, je pense qu'il faut avoir présent à l'esprit que c'est ce souci de protection de l'environnement et il faut l'avoir partout et je pense qu'il faut l'avoir davantage, je dirais. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas du tout actuellement au sein de cette assemblée départementale. Vous avez tous utilisé votre temps. Nous arrivons à la conclusion. La conclusion, c'est Mme Pantel qui va commencer à la donner. Quelle est votre conclusion? Une petite minute. Une petite minute. Bon, moi, ce que je voulais dire pour conclure, c'est que la Lozère est à un tournant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que les moyens pour développer ce département, ils ne sont plus en Lozère, ils sont soit à la région, soit au Fonds européen ou auprès d'autres structures. Donc le rôle du département, au-delà de l'action sociale qui sera son cœur de métier, des routes et des collèges, c'est d'aller chercher cet argent et d'être vraiment le porte-parole, l'interface, arriver à fédérer et à organiser les territoires pour aller mobiliser cet argent dans un nouveau cadre de mode d'action publique. On n'en a pas parlé, mais on va fonctionner avec des appels à projets. C'est quand même une petite révolution sur le territoire. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que notre département, comme notre canton 13, a des faiblesses à résorber. On a constaté, on a fait tout le tour, on a bientôt fini, il nous reste 4 communes avec Francis et nos remplaçants, et on a pu constater des dynamiques complètement différentes sur les territoires. Et donc, nous, on s'engage, on est des élus de proximité, on a toujours été disponibles, efficaces, expérimentés, et on s'engage donc avec nos remplaçants donc à accompagner l'ensemble de ces territoires pour une Lozère vivante, dynamique, celle que moi j'ai envie de laisser à ma fille, celle que j'ai envie que tous les Lozériens puissent laisser à leurs enfants, et sans sectarisme, en travaillant avec tous. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de se rassembler et d'utiliser toutes les compétences là où elles sont pour pouvoir réussir, parce que nous sommes vraiment à un tournant et il faut sortir d'un système de clans comme nous avons aujourd'hui. Monsieur de Lescure, c'est à vous de conclure. Voilà, alors moi je dirais aux habitants du canton de Saint-Étienne-du-Val-d'Ornès qu'ils se méfient quand même des beaux catalogues de promesses qu'ils reçoivent, parce que je pense que ceux qui leur font ces promesses, ben, ce sont les amis de ceux qui vident les poches des Français depuis 3 ans. Pour quel résultat on le voit, hein, du chômage, pas moins de déficit public. Ce sont les mêmes qui baissent les dotations. Je voudrais rappeler quand même que la dotation au département, on a presque perdu 10 millions d'euros sur notre budget 2015. Et demain, les communes vont voir leur dotation diminuer de 30% d'ici 2017. Et je ne parle pas des anciens chefs-lieux de canton qui vont perdre leur dotation chef-lieu de canton, 15% de leur dotation. Donc au moment où on diminue les moyens, la recette serait d'aller chercher des financements à l'extérieur. Je suis d'accord, c'est la recette, mais cette recette-là, la majorité du département eh bien, la connaît, et nous allons chercher des financements à l'extérieur depuis des décennies, que ce soit des financements européens ou des financements d'État. Voilà, alors je pense que nous sommes une équipe de la majorité départementale qui est soudée, qui est expérimentée, qui a envie que le canton de Saint-Étienne-du-Val-d'Ornès ait toute sa place demain dans une Lozère qui soit vraiment une figure de la ruralité moderne. Nous avons besoin de la confiance des habitants de ce canton, nous comptons sur eux, et je les appelle bien sûr à voter pour l'équipe de la majorité départementale. Monsieur Toyer, vous êtes le dernier à conclure. Oui, j'ai évoqué la dynamique tout à l'heure des candidatures de la liste de la Lozère, j'y tiens. Je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler sur quelles valeurs c'est fondé, ces valeurs d'égalité. Nous avons une conviction, c'est qu'il est possible de faire autrement. D'autres choix sont possibles certainement au sein de l'Assemblée générale. Et pour cela, il y a plusieurs objectifs très importants, mais il y a celui de la démocratie. Démocratiser la démocratie, c'est peut-être pas une bonne expression, mais je pense que, vous l'avez certainement tous constaté,
les gens ont l'impression d'être très loin des lieux de décision, de ne pas être associés à ces décisions. Et je pense qu'on a intérêt, si on ne veut pas avoir un certain nombre de dérives telles qu'elles s'observent, de faire en sorte que les citoyens sont davantage associés à ce qui les concerne. Donc c'est en conscience de l'état de la planète. Et donc nos décisions, elles prennent en compte tout ça. Ce qui veut dire certainement, par rapport à un certain nombre de domaines, comme l'agriculture et comme l'économie en général, c'est qu'on en tienne compte, pardon, ça veut dire que le temps est terminé pour moi. Alors je termine simplement en disant que la Lozère, on y tient, et je pense que si on fait un peu comme je vais essayer de vous l'expliquer là, je pense qu'on en fera un territoire attractif de la Lozère, non pas par des campagnes de pub en y mettant des sous, on en fera un territoire attractif parce qu'on y vivra mieux qu'ailleurs. Et ce sur quoi, à mon avis, il faut mettre l'accent, c'est toutes les choses qui feront qu'on vivra mieux en Lozère qu'ailleurs. Et je pense qu'à ce moment-là, eh bien, les gens viendront davantage s'installer en Lozère parce qu'elle sera de fait attractive. Ce débat, cette rencontre a été animée par Jean-Claude Astruc, journaliste à Radio Vive Lozère, Jean-Marc Gilly, journaliste à la Lozère Nouvelle, sur une réalisation technique de Jean-François Clavel. Patrick Biancone, journaliste à la Lozère Nouvelle, a mis en image et va mettre en image sur le site 48 Info, donc ce débat qui a été filmé. Simplement, je vais donner ma conclusion, si vous le permettez, pas d'abstention. Vous êtes tous d'accord? Si on veut que les citoyens soient sollicités, mobilisés autour de ce qui les concerne, actuellement, le vote, c'est quand même un des aspects de mobilisation des citoyens. Alors, aux urnes. Merci madame, merci messieurs. Merci à vous. Merci à vous.